Je pense qu'on va commencer. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Valéria Klubkova, directrice commerciale de Biocelal. On vous remercie d'avoir accepté cette participation dans ce webinaire porté sur les principales fonctionnalités et bonnes pratiques d'utilisation de notre thermocycleur AriaMX. Donc, avant de vous présenter notre intervenant, j'aimerais bien vous parler d'abord par rapport à comment on peut fonctionner au sein de ce webinaire. Donc, globalement, là, actuellement, on a une fonctionnalité chat qui est activée. Donc, vous pouvez écrire là-dedans la question au courant de la présentation. Ce qu'on prévoit de faire, c'est d'abord laisser à notre intervenant de faire la présentation et puis de prendre 10-15 minutes pour échanger sur des questions que vous avez potentiellement par rapport à votre utilisation de thermocycleur AriaMX. Et puis, dans ce cas-là, si on veut rendre notre échange interactif, à la fin, il faudrait que vous cochez tout en bas, je pense, ça doit être écrit « monter en scène ». Donc là, « monter sur scène », voilà, je le vois comment c'est écrit. Donc, je tiens à préciser que c'est notre premier webinaire que Biocelal organise. Donc, on a essayé de faire au mieux. J'espère que tout va bien fonctionner. Je précise aussi que l'événement va être enregistré. Donc, on va partager avec vous le lien après le webinaire pour que vous puissiez revoir des choses ou de le faire passer à vos collègues. Voilà, donc là-dessus, il n'y aura aucun problème. Courant la présentation, si vous avez des questions, mettez-le sur chat. On pourrait les poser après la présentation. Et puis, je pense qu'on est bon, on peut démarrer. Donc, je me permets de vous présenter notre intervenant. Donc, c'est Bastien Schneider, l'ingénieur d'application au sein d'Agilent, qui a une grosse expertise de travail avec les thermocycleurs AriaMX et autres. Il travaille déjà depuis 8 ans au sein d'Agilent. Il a des années de collaboration commune très fructueuses. Voilà, donc je lui laisse le parole à Bastien. Et comme j'ai dit, si vous avez des questions, vous le mettez dans le chat. Et après la présentation, on fera une petite échange interactif. Merci Valéria. Donc oui, bonjour à tous. Donc effectivement, Bastien Schneider, donc je travaille pour Agilent depuis 8 ans et je suis formé sur l'ARIA depuis 2016, donc 7 ans. Donc je l'ai suivi un peu depuis le début. J'ai une première expérience d'abord au centre d'appel français et là depuis 4 ans maintenant, je fais partie d'une équipe européenne qui gère les escalations, les dossiers un peu plus complexes, et cela au niveau de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde. Voilà. Donc bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va donc parler... C'est passer la slide d'après, oui. On va donc parler d'abord une petite introduction, on va revoir un petit peu quelles fonctionnalités principales de l'AriaMX, quelles sont ses caractéristiques principales, qu'est-ce qui le différencie un petit peu des autres instruments. Je vais vous faire un petit rappel sur les types d'expériences qui sont disponibles. Bon, voilà, ce sera une petite mise en bouche. Après, je pense qu'on va surtout se concentrer sur les deux autres parties, qui sont donc les bonnes pratiques d'utilisation. On va parler de la préparation du run, je vais vous parler un peu de background calibration, on va parler aussi du fluorophore de référence, et une petite checklist pour vous aider un peu à analyser vos données, voilà, pour vous expliquer un peu dans quel ordre on prend les données une fois qu'on a fini un run, dans quel ordre on fait l'analyse des données. Ensuite, je vous donnerai quelques petits conseils de maintenance. On parlera de block contamination, de maintenance préventive, de nettoyage, de purification des rails, et de la mise à jour du système. Je finirai enfin par vous présenter quelques ressources qui sont disponibles sur Internet, sur le site web Agilent. Et ensuite, on pourra donc procéder à une petite session questions-réponses où je serai là disponible pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc je vais commencer avec les fonctionnalités principales de l'AriaMX. Donc je vais faire une petite liste un petit peu de pêle-mêle. Bon, normalement, je pense que là, la plupart des participants sont déjà des utilisateurs de toute manière, donc vous le connaissez un petit peu quand même. Donc l'AriaMX, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce qu'on appelle un thermocycleur pour la qPCR, mais c'est surtout un fast cycler. Un fast cycler dans le sens où il est suffisamment rapide, l'acquisition des données se fait suffisamment rapidement, le bloc thermique réagit suffisamment rapidement pour utiliser ce qu'on appelle des conditions de fast cycling. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est à mettre en fait en opposition avec les anciens
les anciens cyclers qui vous permettaient de faire des plateaux d'élongation entre 30 secondes et 1 minute, ce genre de choses. Avec un fast cycler, vous pouvez vous contenter de 10 à 15 secondes. C'est tout à fait suffisant, à condition évidemment d'utiliser un kit qui soit adapté à ce genre d'utilisation-là. Pour l'Aria MX, on a donc un bloc thermique de 96 puits. C'est la seule option. Il n'y a pas de bloc, malheureusement, il n'y a pas de bloc plus grand pour faire du 384 puits, par exemple, ce genre de choses. Le bloc est unique. Une grosse force du système, c'est son système optique. Le système optique, il est basé sur des cartouches optiques, un petit peu comme des cartouches d'imprimante, où vous avez au final un chariot optique, où vous allez charger vos différentes cartouches. Dans le chariot optique de l'Aria, vous avez 6 emplacements disponibles, et nous proposons 6 cartouches différentes. Donc vous avez la cartouche CyberFam, qui est un peu la cartouche obligatoire. Celle-ci, tout le monde l'a. Ensuite, on a la cartouche X, ROX, CY3, CY5 et ATO 425. Donc ces cartouches-là, elles vont vous permettre vous n'êtes pas obligé de les avoir toutes, on peut en installer seulement une. La seule, encore une fois, qui soit obligatoire, c'est la cartouche FAM. Et ce système de cartouches-là, il a l'avantage, en fait, de vous permettre d'adapter un peu l'appareil sur vos besoins. Si vous avez besoin de seulement 3 cartouches, vous pouvez le faire fonctionner avec 3 cartouches, complètement faisable, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, quand vous allez avoir besoin de faire du multiplexing, donc quand vous allez vouloir analyser différents fluorophores en même temps, à ce moment-là, il va falloir choisir une combinaison possible. Parmi ces combinaisons-là, il faut noter qu'en fait, les 6 cartouches, malgré le fait qu'on ait 6 cartouches, les 6 cartouches ne sont pas utilisables en même temps. Vous avez notamment ce qu'on appelle un phénomène de crosstalk entre les cartouches CY3 et X. Donc ces deux cartouches-là ne peuvent pas être utilisées en même temps. Donc on évite de les utiliser en même temps, donc on peut faire du multiplexing entre 4 et 5. Donc si vous partez sur 4 fluorophores, vous prendrez donc le FAM, le X, le ROX et le CY5 la plupart du temps. Vous pouvez éventuellement aussi faire FAM-X, ROX, CY3 et ATO 425 si vous voulez 5 fluorophores en même temps. Donc ça, c'est une des grosses forces de l'appareil. Ce qui lui permet aussi, alors je vais juste revenir sur la slide d'avant, malheureusement j'ai pas rajouté j'aurais dû vous rajouter une petite photo du dessous de la cartouche. Si vous ne l'avez jamais vu, au dessous de la cartouche, on a au final donc ce que j'appelle le dessous de la cartouche, c'est à cet endroit-là. Vous avez une petite fenêtre d'acquisition où vous pouvez voir en fait qu'on a 8 canaux d'acquisition, donc 8 photodiodes qui vont couvrir, chaque photodiode va couvrir une ligne sur votre bloc thermique. Le fait d'en avoir 8 vous permet de faire l'acquisition en une seule fois, donc le chariot optique a juste besoin de faire un aller-retour au-dessus du bloc thermique pour faire une acquisition complète. Parmi les autres points forts, vous avez un écran tactile intégré qui permet l'utilisation de l'instrument sans avoir de PC connecté. L'instrument, techniquement, peut fonctionner sans PC connecté. Vous pouvez alors transférer des données à l'aide d'une clé USB. Mais si vous le souhaitez, si vous en avez la possibilité, vous pouvez tout à fait aussi le connecter avec un PC. C'est possible. Vous pouvez connecter plusieurs instruments sur votre réseau et vous y connecter. Alors, vous ne pouvez pas vous connecter à tous les instruments en même temps, mais vous pouvez passer de l'un à l'autre pour monitorer un peu vos expériences que vous avez en cours. Vous pouvez charger des expériences et vous pouvez récupérer les résultats sur le réseau également. Vous avez aussi un diagnostic système intégré, donc vous avez une batterie de tests. On a, il me semble, une quarantaine de tests, si je dis pas de bêtises, une quarantaine de tests intégrés qui permettent de vérifier que l'instrument fonctionne bien. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez lancer vous-même. On reviendra là-dessus sur la partie maintenance de l'appareil. L'instrument est aussi capable de faire des expériences qu'on appelle de High Resolution Melting. Voilà, c'était un point qui a été mis très en avant au moment de la sortie de l'instrument. Donc le High Resolution Melting, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une courbe de dissociation classique, si ce n'est qu'on va augmenter en fait la température avec des pas beaucoup plus petits.
pour vous donner un ordre d'idée. Sur une courbe standard, on va augmenter, on fait une acquisition toutes les 0,5 degrés. En High Resolution Melting, on descend à 0,2 degrés. Ce genre d'application-là, bon, c'est des applications très spécifiques, mais qui peuvent vous permettre d'atteindre une précision beaucoup plus élevée qu'avec une courbe de dissociation classique. À noter, cette fonctionnalité, par contre, est soumise à une licence. Le logiciel, lui, est gratuit, mais cette fonctionnalité-là, par contre, nécessite une licence et n'est disponible que sur les versions MX de l'instrument. Si vous avez une version DX, malheureusement, cette fonctionnalité-là n'existe pas. On a également, pour finir sur la partie logicielle, et puis ça va me faire une transition pour la partie d'après, au niveau du logiciel, vous pouvez aussi, il y a une deuxième licence qui existe, qu'on appelle Electronic Tracking, qui permet en fait de mettre en place un système d'audit trail. Donc vous allez avoir toute une série de logs en fait, où vous pouvez voir qui s'est connecté, qui a fait quoi sur tel instrument, qui a fait une modification dans tel fichier, ce genre de choses. Donc ça permet d'avoir un meilleur suivi des données et de leur traitement. Au niveau du logiciel, quand vous démarrez le logiciel, vous avez cet écran-là qui vous indique donc les différents types d'expériences qui sont disponibles. Donc vous avez 5 types d'expériences qui sont prédéfinis. Vous avez le premier quantitative PCR, et vous en avez un deuxième ici qui s'appelle aussi quantitative PCR. Ils sont légèrement différents. Le premier est plutôt fait pour des expériences en cybergreen. À ce moment-là, vous avez également dans le profil thermique une courbe de dissociation qui est intégrée directement là-dedans. Le deuxième est plutôt pour les sondes de fluorescence, donc pour les sondes TACMAN notamment. Vous avez ensuite d'autres applications, Allele Discrimination, là aussi avec un fluorophore intercalant et cette fois-ci de la HRM, donc High Resolution Melting, dont je vous ai parlé juste avant, et vous avez la même version mais avec des sondes. Enfin, tout en bas, vous avez également des expériences de Comparative Quantitation, donc c'est des expériences un petit peu particulières. Là, pas de changement spécifique sur le profil thermique, par contre, vous avez des modules d'analyse un petit peu différents que je vais vous montrer dans la slide d'après. Je finirai par le User Define. Le User Define, tout simplement, vous permet de configurer votre expérience comme vous le souhaitez. Vous avez toutes les options disponibles. Et après, c'est simplement à vous de définir du coup le profil thermique. Et ensuite, suivant le profil thermique et les différents puits que vous avez pu assigner sur le plan de plaque, le logiciel va vous présenter différents modules d'analyse. Dans les modules d'analyse, qu'est-ce que j'entends par module d'analyse? Au moment d'analyser vos données, vous allez avoir différents petits panneaux qui seront accessibles. Donc vous allez avoir vos courbes d'amplification. Donc ça, vous les aurez quasiment tout le temps, peu importe le type d'expérience sélectionnée. Mais ensuite, vous pouvez avoir également une courbe standard. Si vous avez défini des standards, à ce moment-là, le logiciel va détecter ça et va vous permettre de tracer cette courbe standard. Vous allez avoir ensuite la possibilité aussi, si vous avez travaillé avec du cybergreen, d'afficher les résultats de la courbe de dissociation. Ensuite, si vous travaillez en HRM, vous pouvez même faire des courbes différentielles, donc comparer différents échantillons en indiquant un comme un échantillon de référence, et à ce moment-là, le logiciel vous permet de faire des courbes de dissociation différentielles. Et vous avez également des panneaux un peu plus spécifiques pour la partie Allele Determination, où voilà, vous avez un fluorophore, une sonde qui va cibler l'allèle A, une autre sonde qui va cibler l'allèle B, et suivant les résultats, suivant les signaux de fluorescence que vous obtenez sur vos échantillons, vous pouvez déterminer si vous avez un échantillon, je cherche le mot, un échantillon homozygous, je trouve plus le nom en français, excusez-moi. Voilà, si vous avez un échantillon avec les deux allèles A, avec les deux allèles B, ou si vous avez un échantillon AB. Vous avez enfin, si vous sélectionnez la partie, l'expérience Comparative Quantitation, vous avez la possibilité de faire des analyses. Alors cette fois-ci, ça ne va pas être de la quantification absolue, mais une quantification relative par rapport à un tissu de référence.
Ouais, donc ça, ce sont toutes les expériences disponibles dans le logiciel. Donc c'était pour vous faire un petit peu un rappel de tout ce qu'il est possible de faire sur l'instrument, sur le logiciel. Maintenant, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous travaillez en travaillant avec Biocella, vous avez des kits qui sont bien définis, avec un type d'expérience bien défini. Mais voilà, je tenais quand même à vous le rappeler. L'ARIA permet de faire tout un tas de choses et il est tout à fait possible de passer sur d'autres expériences. Et le fait d'avoir ce système de cartouches vous permet d'acheter une nouvelle cartouche, de l'ajouter à votre instrument et de partir sur une nouvelle expérience, sur un nouveau kit, un nouveau type de méthode. Voilà. C'était pour la petite introduction. Maintenant, je vais vous parler un peu des bonnes pratiques d'utilisation. On va parler d'abord de la préparation d'un run. Donc sur la préparation d'un run, bon, je vais vous donner quelques bonnes pratiques qui vont peut-être vous paraître évidentes, mais voilà, dans mon cas, après 8 ans de support technique, j'ai eu tout ça, c'est issu de vrais cas. Donc je vais vous montrer des données qui m'ont été envoyées par des vrais clients, des vrais dossiers. Donc je vous dis ça parce que mon premier conseil va vous paraître un peu banal, mais il est important toujours de bien vortexer et centrifuger vos réactifs. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer si vous ne le faites pas? Alors vous avez un exemple ici, donc encore une fois un exemple de cas réel. Vous voyez les courbes d'amplification là, donc les courbes sont bien là, hein, vous avez votre amplification, il n'y a pas de souci. Par contre, vous remarquerez qu'on a une petite bosse là au départ. Donc sur les 10-15 premiers cycles, on a notre signal qui est un peu plus élevé. Donc ce genre d'artefact là, bon, ici c'est un exemple qui est très prononcé, très critique, là c'est vraiment sans aucun mélange, sans aucun vortexage, ou même un mélange à la pipette. Vous pouvez avoir ce genre de phénomène, ce genre d'artefact en début de run, si vous les observez, ça peut être dû à ça. Donc pensez bien à bien mélanger. Quand c'est situé simplement sur les 3-4 premiers cycles, il ne faut pas trop s'en faire non plus, normalement ça va, le logiciel arrive à s'en sortir après, il va détecter le plateau un petit peu après, c'est pas très grave, mais quand vous avez des problèmes de ce type-là sur 10-15 cycles, là ça peut devenir problématique. Donc là je vous montre un exemple où cette fois-ci le client avait bien mélangé ses réactifs, on voit tout de suite la différence. Là vous n'avez plus du tout la bosse au départ. Vous voyez peut-être un petit point d'inflexion au tout départ, mais c'est ce que je vous ai dit, ça c'est normal. Un petit point d'inflexion en dessous du 5e cycle, ça peut être tout à fait normal. Ça correspond en fait, malgré le mélange, on va quand même avoir un petit délai en fait, le temps que la cinétique de la réaction se mette en place. Le temps que vous ayez en fait votre condensation, enfin le chauffage dans le puits, le temps que la réaction se mette en place. Ça peut arriver, c'est pas très inquiétant. Voilà. Juste faire attention à ça. Et je parle, à chaque fois que vous vortexez, évidemment, il faut bien centrifuger pour s'assurer que tout le réactif soit bien au fond du puits, et que vous n'en ayez pas un peu partout dans le puits, ce qui pourrait gêner aussi et créer des artefacts sur vos courbes d'amplification. Voilà. Premier conseil, plutôt basique. Je vais passer à la suite. Il est important aussi d'utiliser des plastiques qui sont compatibles avec l'ARIA-MX, ça c'est très important, ça peut vous créer tout un tas de petits soucis. Alors qu'est-ce qu'on entend par compatible avec l'ARIA-MX? Alors officiellement, la réponse que je devrais vous donner est d'utiliser les plastiques vendus par Agilent, puisque ce sont ceux que notre R&D a testés et validés, donc ce sont ceux que nous recommandons, nous validons. Maintenant, je peux vous donner quand même les caractéristiques principales. Donc, ce qu'on recommande, c'est un volume de 0,2 ml par puits, avec des plaques ou des tubes en low profile, ce qu'on appelle low profile, pas standard profile, donc ce sont des tubes un petit peu plus courts que le standard profile. Si vous essayez de toute façon de rentrer une plaque en standard profile, il y a peu de chances que vous arriviez à fermer le gaufrier au-dessus de votre plaque. Mais bon, on préfère le signaler, parce qu'on a eu le cas par le passé, avec des clients qui n'avaient pas tout à fait les bons réactifs, ou pas tout à fait les bons plastiques, les bonnes plaques, et qui se retrouvaient à devoir forcer un petit peu pour que le gaufrier ferme, pour que le hot top ferme. Et à ce moment-là, ça pouvait créer quelques petits problèmes dans l'appareil, avec le chariot optique qui pouvait, même dans certains cas, venir frotter contre la porte, contre le gaufrier au-dessus.
Il faut que vos plastiques soient transparents également. Ça, c'est assez important. On a eu, notamment pendant la période Covid, on avait beaucoup de clients qui travaillaient avec des plastiques qui n'étaient pas forcément les plastiques habituels, parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. Donc ils se sont rabattus sur d'autres plastiques, quelquefois des plastiques qui n'étaient pas transparents. À ce moment-là, vous pouvez avoir des soucis avec des plastiques blancs. Vous allez avoir un effet en fait qui va booster. Alors ça va vous booster votre signal, mais le problème en boostant votre signal, c'est-à-dire en ayant votre signal brut un peu plus élevé, le problème c'est que vous risquez d'atteindre la saturation. À ce moment-là, vous perdez vos données, ce qui peut être un problème. Et alors je ne parle même pas après des plaques qui ont une couleur différente, rouge, bleu, vert, ainsi de suite, qui elles peuvent évidemment aussi interférer avec la lecture, avec l'acquisition sur l'instrument. À noter que quand je vous dis transparent, c'est important d'avoir la plaque qui soit transparente, mais également les tubes ou les films adhésifs que vous allez utiliser. Parce que sur l'ARIA MX, l'acquisition se fait par le dessus. Votre chariot optique passe au-dessus du bloc, et donc l'acquisition se fait par là, donc il est important, évidemment, de ne pas mettre des capuchons opaques. Idéalement, on aimerait aussi que les capuchons soient plats, pour la même raison qu'avant, pour pouvoir fermer correctement l'instrument. Voilà. Maintenant, je vous ai donné un peu toutes ces recommandations-là, mais il me semble qu'avec Biocellal, vous travaillez normalement avec des plastiques de la marque Fortitude, qui sont recommandés par Biocellal, et je vous rassure, ces plastiques-là, maintenant ça fait quelques années qu'on a cette collaboration avec Biocellal, on sait maintenant qu'ils fonctionnent, il n'y a pas de souci, ils sont compatibles, donc pas de souci pour les utiliser, aucun problème à ce niveau-là. Néanmoins, je tiens quand même à vous signaler, donc là ça rentre dans le cadre des bonnes pratiques d'utilisation, si vous changez de type de plastique, et quand je dis ça, c'est même si vous passez par exemple d'une plaque Fortitude que vous avez l'habitude de sceller avec un film adhésif, si d'un coup vous décidez d'utiliser des capuchons pour sceller votre plaque, même un changement de ce type-là, juste un changement sur la façon, sur la méthode de scellement, si vous faites ce type de changement-là, il est nécessaire d'effectuer ce qu'on appelle une background calibration sur l'instrument. Alors la background calibration, qu'est-ce que c'est ? Où est-ce qu'on la trouve d'abord? Donc c'est une calibration qui se trouve dans le menu Settings, System Settings de votre instrument. Donc quand vous partez du menu d'accueil, vous cliquez sur Settings. Ensuite, vous avez le bouton System Settings, qui est juste ici. Puis Background Calibration, juste là. À ne pas confondre avec la Motor Calibration, qui est une calibration différente. Là, je vous parle vraiment de la partie Background Calibration. La background calibration, quand vous allez la lancer, l'instrument va vous demander d'insérer votre plaque ou vos tubes, hein, ça peut être des tubes également, de remplir le bloc thermique avec vos tubes, et il est important à ce moment-là en fait d'utiliser alors soit de l'eau, soit le buffer que vous avez l'habitude d'utiliser, donc ça peut être du buffer, du TE, ce genre de choses. Donc vous mettez 20 microlitres de buffer ou d'eau dans chaque puits, et ensuite, vous pouvez lancer la calibration. Il faut la lancer sur chacune des cartouches. Et une fois que vous avez fait ça, votre calibration est terminée, vous pouvez passer à votre expérience. Alors, qu'est-ce que ça va faire au niveau pratique? Pourquoi on recommande de faire ça? On recommande de faire ça parce qu'en fait, ça va être l'équivalent un peu de faire ce qu'on appelle faire un blanc, souvent, hein, en termes de calibration. Donc ça va vous dire, en fait, on va chercher le signal de base quand vous scannez une plaque d'eau. Et ce qu'on va faire avec cette lecture-là, donc ici vous pouvez voir un mauvais exemple. Donc ici on a le signal brut sur plusieurs cartouches sur un instrument. Donc en violet vous avez la cartouche CY5, en vert la cartouche X, la cartouche ROX en orange et la cartouche FAM en bleu. Ici ce que vous pouvez voir, donc c'est sur le signal brut, c'est une lecture sur une plaque d'eau. Là vous pouvez voir que le signal est un petit peu dispersé. Vous n'avez pas votre signal, toutes les lignes ne sont pas au même niveau. Si on regardait ça de plus près, vous verriez que la plupart du temps, c'est regroupé par ligne, donc chaque photodiode a un petit peu son niveau d'intensité, et un niveau d'intensité un petit peu différent. Ce qu'on cherche à faire avec la background calibration, c'est de corriger ce petit défaut-là, même si en pratique, il n'a pas... Ça fonctionnera quand même, hein. Si vous ne le faites pas, votre expérience fonctionnera quand même, mais on recommande de le faire, ça donne quand même des meilleurs résultats.
ce qui se passe quand vous faites votre calibration, ça ressemble ensuite à ça. Vous avez des signaux beaucoup plus regroupés. Donc chaque ligne maintenant se comporte de la même manière. Et avec ça, vous pouvez passer à votre expérience et vous aurez des niveaux un peu équivalents. Alors attention, petite remarque sur les niveaux de fluorescence. Vous pouvez voir que les niveaux, donc ça c'est vraiment le signal brut. Les signaux bruts, ici c'est un exemple. Il est possible que sur votre instrument, vous ayez des signaux bruts différents. C'est pas un problème, parce qu'après, un peu plus tard dans le logiciel, sur les résultats finaux, vous avez tout un tas d'autres normalisations et de calibrations qui s'appliquent, avec une baseline correction et d'autres petites choses qui font que ce niveau de signal de base n'a pas grande importance. L'important ici, ce qu'on souligne vraiment, et ce qu'il est important de faire, la raison pour laquelle il est important de faire une background calibration, c'est d'avoir par contre tous ces signaux bien regroupés. Peu importe le niveau auquel ils sont regroupés, il faut simplement qu'ils soient regroupés. Voilà. Je vais revenir rapidement sur la préparation du run. Sur la préparation du run, donc je vous ai parlé un peu justement de la façon de sceller les plaques. Donc j'ai juste une petite remarque à vous faire à ce sujet-là. Si vous scellez vos plaques avec un film adhésif, la recommandation qu'on vous donne, c'est d'utiliser un tapis de compression. Un tapis de compression, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. C'est un petit tapis en fait en caoutchouc que vous venez mettre au-dessus de la plaque, toujours dans le gaufrier, hein, mais au-dessus de la plaque. Vous le mettez sur le dessus de la plaque. On en recommande un en particulier, hein, qui est vendu par Lifetech, donc Thermo Fisher. Donc ce modèle-là, c'est celui qu'on recommande. C'est réutilisable. Vous n'êtes pas obligé de le changer à chaque manip. C'est réutilisable, il faut juste s'assurer qu'il reste propre. Ça peut se nettoyer, ça, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi on utilise ça? Parce qu'on veut éviter d'avoir de l'évaporation. Ça peut arriver. Ici, vous avez un exemple. Alors, la capture de l'écran va vous paraître un petit peu bizarre. Malheureusement, j'avais pas d'exemple sur l'ARIA, donc c'est un exemple qui est pris sur notre ancien instrument. C'est un exemple que j'aime beaucoup, donc je l'ai quand même gardé, même si, voilà, en termes de design, ça fait un peu vieillot. Donc ici, ce qu'il faut regarder, vous avez dans cette expérience-là, on va s'intéresser en fait aux 6 puits qui sont dans le coin inférieur gauche. Alors ces 6 puits-là, figurez-vous que ce sont des réplicas. Ce sont des réplicas, mais pour autant, on n'observe pas les mêmes résultats, notamment sur la ligne H, où on a des résultats très différents. Vous voyez que dans le puits H1, on a à peine de l'amplification qui arrive. L'amplification arrive très très tard. Le H2 est pas beaucoup mieux, H3 est très loin aussi du bon résultat. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. C'est le même échantillon en 6 réplicas. Et vous voyez qu'on a des résultats très différents entre la ligne G et la ligne H. Pourtant, on devrait avoir des résultats très comparables, avec des courbes très proches les unes des autres. Ce qui s'est passé ici, c'est de l'évaporation. Alors très souvent, ça va arriver justement en bord de plaque. C'est pour ça que là, on voit sur la ligne H. Donc ça peut être sur la ligne H, dans la colonne 1, sur la ligne A ou la colonne 12. Vraiment, sur les 4 bords de la plaque, ça peut arriver éventuellement. Souvent, on le voit côté gauche et en haut, parce que c'est là où on a, sur certaines plaques, peut-être pas toutes, hein, mais sur certaines plaques, vous savez, on a les inscriptions, donc A, B, C, D, E, F, G, H, et 1, 2, 3, et 1, 2, 1 à 12, qui sont en relief. Et ben, simplement, ce petit relief-là va faire que le film adhésif est un peu moins bien collé, et il va se soulever pendant l'expérience, et vous allez avoir ce genre de problème-là. D'où notre recommandation d'utiliser un tapis de compression. Le tapis de compression, en fait, est là pour s'assurer que le film adhésif reste bien en place et ne se décolle pas pendant l'expérience. Alors ici, vous voyez, ça va me permettre de faire une transition, vous voyez qu'il y a 2 signaux. Il y a un signal aussi qui ne semble pas impacté par l'amplification, il n'y a pas d'amplification sur ce signal-là. Ce signal-là, c'est un fluorophore de référence. Fluorophore de référence, qu'est-ce que c'est? Alors c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on met en avant avec l'ARIA, ce n'est pas du tout obligatoire, donc rassurez-vous, si vous n'en utilisez pas, ce n'est pas grave. J'aime juste le mentionner ici parce que je trouve que ça reste quand même une bonne pratique. Si vous avez la possibilité d'en utiliser, moi je le recommande quand même à mes clients. Le fluorophore de référence, qu'est-ce que c'est? Souvent ça va être du ROX.
Ce fluorophore de référence, c'est un fluorophore qui n'est pas attaché à une sonde et qui n'intervient pas pendant la réaction. C'est pas non plus, c'est pas un fluorophore intercalant et ce n'est pas un fluorophore attaché à une sonde. Donc, au cours de l'expérience, on s'attend à ce qu'il reste stable, à ce que son signal soit constant et plat tout au long de l'expérience. Et s'il le reste, donc normalement il devrait le rester, il n'y a pas de souci, sauf par exemple si vous avez de l'évaporation, à ce moment-là votre signal ROX vous permet aussi d'identifier l'évaporation de manière très efficace. Vous allez voir à ce moment-là un signal qui va augmenter légèrement augmenter au cours du run. Mais qu'est-ce qui va vous permettre de faire, surtout ce signal ROX? Il va vous permettre en fait de normaliser votre signal utile, donc sur les autres cartouches, sur les cartouches FAM ou X, de normaliser ce signal-là grâce à la cartouche ROX, puisqu'on s'attend au même niveau de signal dans tous les puits. Ça va vous permettre de normaliser pour des légères variations de volume que vous pourriez avoir d'un puits à l'autre. Donc ce ROX, il est inclus à la même concentration dans votre master mix, donc avec votre enzyme et vos DNTP. Et à ce moment-là, son signal va varier un petit peu en fonction uniquement du volume que vous avez pipeté dans les puits. Et donc ça va vous permettre de normaliser et d'optimiser un peu vos résultats et d'utiliser, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, dans votre logiciel, alors là vous avez une petite capture d'écran qui vient du plan de plaque, du menu Plate Setup. Donc dans ce menu-là, vous pouvez indiquer quelle cartouche vous utilisez en reference die, donc en fluorophore de référence. Et ensuite, si vous avez indiqué un fluorophore de référence, vous verrez dans votre analyse de données, dans vos résultats, que vous avez cette option, vous pouvez afficher le signal delta R N. Donc le N pour normaliser. Donc ce signal-là a une normalisation en plus, donc ça vous permet d'affiner encore un peu vos résultats et d'avoir une variabilité encore un peu plus réduite. Et ça vous permet aussi éventuellement de faire un peu de troubleshooting si jamais vous avez des résultats un petit peu bizarres. Ça vous permet d'identifier, comme je vous l'ai dit avant, des problèmes d'évaporation, ce genre de choses-là, ou si vraiment vous avez mis très peu de volume, trop peu de volume, vous vous rendrez compte à ce moment-là. Voilà, c'est une petite recommandation. Si vous avez la possibilité de l'utiliser, moi je le recommande. Maintenant, encore une fois, je vous rassure, c'est pas obligatoire. Il y a des instruments qui existent, juste pour que vous le sachiez, il y a des instruments qui existent où le fluorophore de référence est indispensable. Et ce, pour d'autres raisons techniques, avec par exemple une caméra, au niveau de l'acquisition, une caméra qui ne va pas aller au-dessus de chaque puits de manière individuelle, mais qui va prendre des photos de la plaque ou d'une partie de la plaque, et à ce moment-là, les puits sur le pourtour vous allez récupérer moins de signal lumineux de ces puits-là, et à ce moment-là, il devient crucial d'avoir un fluorophore de référence. Pour l'ARIA, encore une fois, et après j'arrête de vous embêter avec ça, ce n'est pas obligatoire, mais moi je le recommande quand même, parce que ça permet d'optimiser encore vos résultats. Donc si vous en avez la possibilité, utilisez-le, ça rajoute une petite couche d'optimisation. Voilà. Enfin, dans les bonnes pratiques d'utilisation, je vais vous donner une petite checklist un peu pour analyser vos données, parce que souvent on a tendance à aller directement dans le menu Graphical Displays et à regarder nos résultats ici, à cet endroit-là, ce qui fonctionne parfaitement bien, mais si vous commencez à avoir quelques petits soucis, où il y a des courbes qui ne sont pas forcément qui n'ont pas l'aspect que vous attendiez, à ce moment-là, moi je vous recommande de reprendre cette checklist-là et de repartir du départ, qui est donc d'aller voir votre signal brut. On va voir le signal brut, l'intensité et l'amplitude du signal brut. Normalement, le signal brut, on s'attend, ça va dépendre de vos cartouches, on l'a vu avant, quand je vous parlais un peu de background calibration, suivant la cartouche, vous allez avoir des niveaux de base un peu différents. Mais de manière générale, je dirais qu'on doit l'avoir entre 500 unités de fluorescence et, bon, là il est marqué 20 000, je descendrai un petit peu en dessous, on va dire 18 000. 18 000 unités de fluorescence, donc déjà on s'assure qu'on est bien entre ces deux bornes-là, qu'on n'a pas un signal qui est complètement à zéro. Un signal qui est complètement à zéro, ça pourrait vous indiquer un souci avec la cartouche optique. Un signal trop élevé pourrait vous indiquer peut-être un peu trop de fluorescence dans votre mix, ou peut-être l'utilisation d'une plaque, d'une mauvaise plaque, comme je
comme je l'ai indiqué avant, ce genre de choses. Donc, vous pouvez aller vérifier ça. Sur le signal brut, ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas non plus, il n'y a pas de lissage. Aucun lissage n'est fait, de lissage des courbes, parce que quand vous regardez dans Graphical Displays, il y a déjà un petit peu de lissage, ce qui est bien pour l'analyse des données, mais qui peut masquer quelques petits problèmes. Donc en regardant le signal brut, vous pouvez aller voir s'il y a des petits sauts, des à-coups, des pics, des baisses soudaines dans le signal. Ensuite, si vous voyez rien si vous ne voyez rien d'une inhabituelle sur le signal brut, vous pouvez vous diriger vers le signal traité avec la correction de la ligne de base, donc le signal delta R. La correction de la ligne de base, vous pouvez l'ajuster un petit peu si vous voyez que le logiciel n'a pas réussi à détecter le premier plateau, puisque c'est à ça que sert la correction de la ligne de base. Ça peut être important. Vérifiez ensuite que votre seuil de fluorescence soit bien défini. Avec les réglages de base, quelquefois on peut avoir des surprises. Dans 95% des cas, ça fonctionne bien, mais quelquefois on peut avoir des petites surprises avec un seuil de fluorescence qui va être un petit peu trop haut et qui du coup va venir un peu trop tard et ne va pas intercepter vos courbes pendant leur phase exponentielle, ce qui est ce qu'on recherche en QPCR, donc à vérifier, sachant que le réglage du seuil, l'important est vraiment qu'il soit dans la phase exponentielle, mais il n'y a pas un réglage unique. Vous pouvez, voilà, cette phase exponentielle, c'est une fenêtre, il faut juste s'assurer que vous êtes bien dans la bonne fenêtre. Ensuite, vérifiez qu'il n'y a pas d'implication dans vos contrôles négatifs, ça paraît évident. Vérifiez qu'il y en ait dans les contrôles positifs. Vérifiez qu'il y ait de la cohérence dans vos réplicas si vous en avez. Si vous voulez travailler avec des réplicas, on vous recommande de travailler en général avec au moins 3 réplicas. Pourquoi? Parce que malheureusement avec 2 réplicas, vous ne saurez pas lequel des deux est le bon, lequel des deux vous donne les bons résultats. Avec 3 réplicas, normalement vous devriez avoir un début de consensus qui devrait se dégager avec 2 échantillons bons et peut-être un échantillon qui ne suit pas les 2 autres. À ce moment-là, cet échantillon-là, vous pourrez l'écarter. Ce réplica-là, pardon, vous pourrez l'écarter. Si vous avez une courbe standard, on recommande, voilà, il faut chercher une efficacité entre 90% et 110%. Ça va voir avec la pente de votre courbe standard. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont données dans le logiciel. Il faut aller vérifier que vous avez des bonnes valeurs à cet endroit-là. Et si vous êtes dans une expérience en CyberGreen et que vous avez paramétré votre expérience pour avoir des courbes de dissociation, eh bien on vous engage à vérifier que vous n'avez pas de pic secondaire dans vos courbes de dissociation, qui pourrait vous signaler une éventuelle, qui pourrait indiquer une éventuelle contamination de vos échantillons avec une autre source d'ADN. Voilà. Donc ça c'est une petite checklist. Voilà, si vous observez, si vous avez quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, voilà un peu une checklist à suivre, comment repartir du début et reprendre un peu vos données dans l'ordre et comment les analyser. Voilà. Et avec ça, j'en ai fini avec les bonnes pratiques. Et maintenant, je vais vous parler un peu vous donner quelques petits conseils de maintenance. Alors, dans les conseils de maintenance, je vais vous parler du diagnostic system. Donc le diagnostic system, il est disponible dans le menu Settings et Instrument Diagnostics. Voilà, vous avez un petit icône avec un stéthoscope. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous avez ce panneau-là qui s'ouvre et vous voyez que en fait, vous avez une batterie de tests disponibles. Ils sont regroupés en différentes catégories. Vous pouvez lancer soit l'intégralité des tests ou vous pouvez aussi décider de décocher certains tests. Certains tests, vous voyez, sont grisés ici, ceux-ci sont obligatoires. Voilà. Il y a certains tests que vous ne pouvez pas choisir de décocher. Une fois que vous avez fini votre diagnostic système, si vous avez une erreur, s'il y a un souci, ce qu'on va vous demander, ce que Biocelal ou Agilent va vous demander, c'est de nous envoyer les résultats de ce diagnostic système. Donc pour récupérer les résultats se présentent sous la forme d'un fichier RES. Donc voilà, je vous ai donné peut-être quelques petites étapes. Donc il faut se connecter en administrateur, brancher une clé USB et récupérer le fichier en question.
Ce fichier-là, nous, on a ensuite la possibilité de l'analyser, de regarder les résultats du test et à partir de là, de faire un petit diagnostic et de vous dire ce qui ne va pas avec l'instrument. Ce diagnostic système-là, vous pouvez le lancer vous-même. Vous avez des fois aussi l'instrument de lui-même va vous mettre aussi à l'initialisation, des fois il va vous mettre un petit warning ou une petite erreur. Une erreur très courante, c'est l'erreur de block contamination. Je pense que, en tout cas, beaucoup d'utilisateurs, je pense, ont déjà rencontré cette erreur-là. Donc je vais vous en parler parce que c'est une erreur assez commune et qui n'est pas une erreur critique, qui nécessite simplement un nettoyage du bloc thermique. Donc pour cela, je vous ai fait une petite slide avec une série de recommandations, d'instructions. Donc on recommande d'abord de nettoyer le hot top et le bloc thermique à l'aide d'un chiffon. Idéalement un chiffon qui ne peluche pas, on ne veut pas déposer de fibres sur ce bloc thermique, on ne veut pas introduire de nouvelles contaminations. On le fait avec de l'eau. Vous pouvez également nettoyer la face optique des cartouches. Alors je le note de façon optionnelle parce que dans 90% des cas, la contamination est au niveau du bloc et pas au niveau des cartouches optiques. Mais je tenais à vous signaler quand même, c'est possible. On peut imaginer une contamination à ce niveau-là et donc à ce moment-là, il faudrait sortir les cartouches et nettoyer sans les rayer, bien sûr, faire bien attention à ça, nettoyer leur petite fenêtre d'acquisition. Vous pouvez ensuite utiliser de l'air comprimé pour enlever les poussières et autres particules dans les puits. Vous pouvez, alors ce qui est possible de faire, cette recommandation-là maintenant a un petit peu changé, mais ce qu'on pouvait recommander avant, c'était de lancer un petit run à vide sur le bloc thermique, donc sans mettre de plaque à l'intérieur du bloc, juste une petite lecture pour essayer d'identifier en fait les puits affectés. Ce qu'on voit à ce moment-là, en général, quand il y a une block contamination, c'est qu'on voit un signal un peu plus élevé dans les puits en question. Et à ce moment-là, on sait sur quel puits il faut un petit peu insister dans le nettoyage. Mais je vais revenir là-dessus, parce que maintenant, on a un outil un petit peu plus efficace à ce niveau-là. Je reviendrai dessus un petit peu après. Ensuite, vous pouvez nettoyer les puits en question à l'aide d'un coton-tige imbibé d'éthanol à 70% ou d'isopropanol. Vous pouvez laisser sécher ensuite. Bon, ça sèche très vite. Hein. Avec de l'éthanol, ça va s'évaporer presque immédiatement. Et vous pouvez ensuite relancer un diagnostic système pour voir si vous avez réussi à vous débarrasser de la block contamination. Si l'erreur persiste, des fois il y a quelques contaminations un petit peu récalcitrantes. Si ça persiste, on a également un protocole un petit peu plus lourd, un peu plus complet, où là on va aller carrément remplir les puits avec 120 microlitres d'eau. Vous pouvez utiliser une pipette multicanaux pour ça. Et ensuite, on fait ça, on remplit, ensuite on repasse aussi avec un coton-tige imbibé d'isopropanol, on retire l'eau, toujours avec la pipette multicanaux. Ensuite, on peut rincer à nouveau avec 120 microlitres d'éthanol, puis lancer un petit run où juste on a paramétré ce qu'on appelle un hot start dans les profils thermiques, où vous faites juste passer le bloc thermique à 95 degrés pendant 2 minutes, histoire de s'assurer que tout l'éthanol s'est bien évaporé. Et normalement, à ce moment-là, l'erreur devrait disparaître, mais si ce n'est pas le cas, contactez à ce moment-là, alors j'ai mis le support Agilent, mais vous pouvez contacter Biocelal, qui vous assisteront à ce niveau-là. Voilà. Alors je vous ai indiqué qu'il y a une nouvelle façon maintenant d'identifier les block contamination. Donc c'est sorti cette année, je ne sais pas si tous les utilisateurs sont au courant, mais sur notre site web, on propose maintenant un petit logiciel. C'est un petit logiciel en plus, qui vient s'installer à côté du logiciel ARIA, qui s'appelle le ARIA Support Tool. Le ARIA Support Tool, en fait, va vous permettre d'identifier votre block contamination. Comment ça fonctionne? En fait, vous allez récupérer, soit vous avez votre PC qui est connecté à l'instrument. À ce moment-là, en lançant le ARIA Support Tool, vous pouvez vous y connecter et demander au Support Tool de vous indiquer où sont les block contamination actuellement. Ou, si vous n'avez pas votre instrument connecté sur le réseau, vous pouvez également aussi récupérer le fichier RES, dont je vous ai parlé à la slide d'avant, le fichier RES qui contient les résultats du diagnostic, et en démarrant le support tool, vous avez la possibilité de lui indiquer
ce fichier RES-là, et à partir du fichier RES, il va vous lire les informations qui sont dedans et vous indiquer dans quel puits exactement vous avez votre contamination. Donc ça, je le recommande, c'est vraiment un outil très pratique. On espère dans le futur, mais malheureusement, je ne sais pas si ça va être fait ou pas, on espère dans le futur pouvoir l'intégrer directement à l'instrument, que l'instrument puisse vous le dire directement sur l'écran tactile, puisse vous indiquer où sont les contaminations, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si ça sera un jour le cas, mais en attendant, voilà, vous avez ce ARIA Support Tool quand même qui est quand même une belle amélioration, qui est sorti cette année et qui vous permet donc d'identifier les puits impactés, les puits contaminés. Voilà. Ensuite, je vais vous parler un peu de la maintenance préventive. Ah, vous avez une petite capture d'écran qui s'affiche avant l'heure. Donc la maintenance préventive, donc Biosera en partenariat avec Agilent, peut vous proposer un service de maintenance préventive annuelle, donc une maintenance annuelle, faite par un de nos ingénieurs. Dans cette maintenance-là, que fait l'ingénieur? Vous avez un nettoyage du bloc thermique et de l'appareil en général. Donc quand je dis nettoyage du bloc thermique, il va vous faire un nettoyage complet, il va s'assurer que vous n'ayez justement pas de block contamination. Il va vous nettoyer vraiment tout ce qui est accessible, même un peu plus en détail. Il va surtout s'occuper du nettoyage et la lubrification des rails à l'arrière de l'instrument, et à l'avant, vous avez un rail à l'arrière, un rail à l'avant, pardon, où vous avez en fait sur lesquels va coulisser votre chariot optique. Ces rails-là ont besoin de temps en temps d'être un peu nettoyés et d'être lubrifiés. Ça permet d'éviter, on va en reparler un petit peu après, ça permet d'éviter d'avoir du bruit sur votre signal ou d'avoir des petits à-coups. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant, qui peut permettre d'éviter les problèmes. Donc c'est bien de le faire de manière préventive. Vous avez ensuite, il va vous faire une série de calibrations, donc la background calibration ainsi que la motor calibration, ainsi que d'autres tests. Il va vérifier les performances du bloc thermique. Alors attention, petit bémol, il ne va pas utiliser des sondes de température, comme c'est proposé quelquefois avec des sondes externes qu'on vient placer dans le bloc thermique. Ça, malheureusement, c'est un service qu'on ne propose pas. Par contre, il a quand même la possibilité, l'ingénieur a quand même la possibilité d'aller voir les relevés de température des capteurs internes. Ce qui permet quand même de s'assurer, en général, si les capteurs internes fonctionnent bien si les relevés internes respectent bien les spécifications Agilent, votre bloc thermique fonctionne comme il devrait. Vous avez ensuite, alors ça c'est optionnel dans la maintenance préventive, mais on peut également lancer un run de validation. Donc pour ça, il sera nécessaire d'acheter une plaque en plus, une plaque de validation Agilent. Donc c'est une plaque qui arrive chez vous, donc c'est une plaque scellée qui arrive directement de chez Agilent, qui contient déjà des réactifs. Donc c'est une plaque 96 puits avec des réactifs dans tous les puits et un plan de plaque défini. Ce plan de plaque, en fait, vous avez une courbe standard avec 5 points sur votre courbe standard avec 4 réplicas par point. Et vous avez ensuite 2 populations qu'on qualifie de unknown, donc 2 populations inconnues, qu'en réalité on connaît, puisque ce sont des réactifs qui ont été fournis par Agilent. Donc on sait que dans ces 2 populations-là, vous avez un petit plan de plaque en dessous, donc les puits en bleu. Il y a une population qui est à 10 000 copies, une à 5 000 copies. Et en fait, ce qu'on évalue pendant ce run, c'est la capacité de l'instrument à distinguer ces 2 populations. Donc il va vous tracer la courbe standard, et puis après, ensuite, il va essayer de vous placer les points, les 2 populations sur ces courbes standards, et on s'attend à ce qu'on ait une bonne distinction entre les 2 populations, et un bon résultat. Donc c'est un test qui est automatisé, il y a une option dans le logiciel qui est intégrée, qui s'appelle Qualification Test. Vous cliquez dessus, vous mettez la plaque de validation, et l'instrument va vous lancer un run qui est prédéfini, avec un template prédéfini, et les résultats que vous pouvez voir en bas à droite là. Et vous aurez un résultat très clair, puisqu'il va vous dire que si c'est un pass ou un check. Si vous n'avez pas un pass, il y a marqué check, il faut alors contacter Agilent. Alors, je vous dis, il faut contacter Agilent. Là, c'était dans le cas de la maintenance préventive. Évidemment, si c'est dans le cadre de la maintenance préventive, l'ingénieur vous dira ce qu'il en est, pourquoi ça a échoué, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas, est-ce que ça indique un problème sur l'instrument ou pas. Mais je vous le
je vous l'indique, je vous le spécifie, parce que, à noter quand même que, et j'aurais pu le mettre sur la slide, cette plaque de validation-là, sachez qu'elle est disponible, vous pouvez également la passer vous-même. C'est possible également. Si vous voulez, voilà, si vous voulez une expérience de référence, c'est tout à fait possible. Vous pouvez commander une plaque de validation et la passer et voir un peu les résultats. Ça permet de faire un petit check-up. Ça peut être une alternative à la maintenance complète, ou quelquefois, si vous rencontrez des problèmes sur votre instrument, mais qu'on n'arrive pas vraiment à déterminer la nature exacte du problème, ça peut être également un outil de diagnostic. Voilà. Donc c'est à peu près tout sur la maintenance préventive. Dans la maintenance préventive, je vous ai parlé du nettoyage et la lubrification des rails. Sachez que cette opération-là n'est pas exclusive à la maintenance préventive. C'est quelque chose qu'il est possible de faire soi-même aussi. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même, mais en général, on recommande quand même de le faire par un ingénieur, parce qu'ils ont l'habitude, tout simplement, ils ont le coup de main. Mais si vous voulez le faire vous-même, c'est possible. Ça permet éventuellement de prévenir certains soucis qu'on peut voir apparaître sur le signal, du bruit de fond, des petites saccades sur le signal, des à-coups, du signal un peu en dents de scie. Donc vous pouvez le faire vous-même. Vous avez des instructions qui sont disponibles en vidéo sur le site web Agilent. Je regarde l'heure, je pense pas qu'on ait le temps de regarder la vidéo, mais vous pourrez aller la voir. C'est une vidéo qui dure 5 minutes où vous voyez, on vous montre un peu comment appliquer la graisse, comment appliquer le lubrifiant. À noter par contre que si vous choisissez de le faire vous-même, je vous invite à contacter Biocelal, puisqu'il y a un lubrifiant particulier qu'on recommande, qu'il faut utiliser. On ne peut pas utiliser n'importe quelle graisse, il y a des graisses qui ne sont pas adaptées pour l'appareil et qui vont... Pardon, j'avais déjà eu le cas par le passé, client qui avait essayé une graisse qui n'était pas la nôtre, qui s'était retrouvé avec plus de problèmes qu'avant, puisque c'était une graisse qui capturait beaucoup de poussière et qui, au final, très vite, a eu l'effet inverse, a grippé complètement la robotique de l'appareil. Voilà. Donc vous pouvez le faire vous-même, par contre, attention à bien utiliser le lubrifiant officiel recommandé. Voilà. On arrive sur la dernière partie dans mes conseils de maintenance, qui consiste à la mise à jour du système. Donc on recommande à tous nos utilisateurs de mettre à jour le logiciel embarqué, qu'on appelle aussi firmware, ainsi que le logiciel ARIA sur les PC, qui est plutôt la partie software. On recommande en général de les mettre à jour en même temps. À chaque fois que Agilent publie une nouvelle version, vous avez une version du firmware et une version du software qui sont publiées en même temps. Vraiment, pour éviter tout souci de compatibilité, tout problème à ce niveau-là, je vous recommande vraiment de toujours mettre à jour en même temps. Pour les trouver, c'est très simple, c'est sur le site web Agilent. Attention néanmoins, si vous avez un ARIA MX ou si vous avez un ARIA DX, le logiciel est le même. Simplement à l'installation sur le PC, vous allez avoir une option où vous devez sélectionner si vous travaillez avec un ARIA MX ou un ARIA DX. Donc pour le logiciel, ce n'est pas très grave, vous pouvez télécharger le logiciel sur une page comme sur l'autre. Par contre, pour le firmware, faites attention, il y a un firmware spécifique pour l'ARIA MX et un firmware spécifique pour l'ARIA DX. Bon, je vous rassure, si vous essayez de charger le firmware de l'ARIA DX sur un ARIA MX, vous n'allez pas faire cracher l'instrument, simplement l'instrument va vous dire que vous essayez d'installer un firmware qui n'est pas compatible. Voilà, vous avez ça disponible sur notre site web. J'attire aussi votre attention sur le fait que le ARIA Support Tool dont je vous ai parlé avant pour les block contamination est disponible aussi sur notre site web, sur la même page. Et alors la dernière version en date est la version 2.1. Elle est sortie ce mois-ci, elle est toute récente, ça fait 2 semaines qu'elle a dû être publiée, donc c'est tout récent, mais je vous invite à la faire. Chaque version, les versions récentes, ont corrigé des bugs majeurs, donc je vais vous lister rapidement les corrections sur les dernières versions. Avec la version 1.8, on a corrigé un message d'erreur qui s'appelait le genesis.exe. C'était un message d'erreur qui pouvait vous empêcher d'utiliser votre appareil, qui pouvait survenir un peu à n'importe quel moment, pendant n'importe quel run. Donc c'était vraiment un bug informatique sur le logiciel embarqué qui a été résolu avec la version 1.8.
C'était un bug assez sérieux. Avec la version 2.0, on a amélioré également notre protocole de communication pour éviter tout problème de ce qu'on appelle data mismatch. Alors ce problème-là, on avait fait une communication officielle. Ce problème de data mismatch, bon, c'est un problème qui était très rare, mais qui pouvait survenir lorsqu'on a plusieurs instruments connectés sur un réseau, avec un réseau qui n'est pas forcément très stable ou mal construit. On s'était rendu compte qu'il était possible d'avoir les données d'un instrument enregistrées sur un autre. On pouvait se retrouver avec les mauvaises données, puis les données provenant d'une autre expérience dans notre fichier. Ce qui est évidemment un gros problème, donc on avait vraiment recommandé à ce moment-là à tous nos clients de bien mettre à jour la version 2.0, particulièrement pour les clients qui utilisent plusieurs instruments et qui ont des petits doutes sur la stabilité de leur réseau. Avec la version 2.1, on a également un gros correctif sur la motor calibration. La motor calibration, j'en ai pas parlé avant, mais la motor calibration, c'est quelque chose qu'on fait très rarement, que je ne recommande pas aux utilisateurs de faire. Je vous recommande pas de le faire de votre côté. C'est plutôt quelque chose qu'on va faire lors de la maintenance ou si vous avez un souci, peut-être côté support, on va vous demander de faire cette calibration-là. Cette calibration-là, je vais quand même vous expliquer rapidement ce qu'elle fait. Elle permet en fait à l'instrument de localiser les coordonnées exactes de chaque puits pour savoir à quel endroit il doit prendre la mesure. À chaque cycle, il va passer au-dessus du bloc thermique et il est important de savoir où est mon maximum de signal dans chaque puits et à quel endroit je vais prendre mes mesures. La motor calibration, avant la version 2.1, pouvait malheureusement contenir des erreurs. C'est-à-dire que l'instrument peut vous dire que la motor calibration s'est bien déroulée, et en pratique, malheureusement, les coordonnées des puits n'ont pas été enregistrées correctement. Ça peut se répercuter sur vos analyses, sur vos données, avec un décalage. Ce qu'on a vu par le passé, c'est un décalage, par exemple, d'une colonne, où au lieu d'avoir votre signal de la colonne B dans votre colonne B, vous avez votre signal de la colonne B qui va être reporté dans la colonne C. Là aussi, très gros problème. Donc à ce moment-là, il est nécessaire de refaire une motor calibration. Le firmware, avant la dernière version du logiciel, malheureusement, le firmware la motor calibration pouvait résulter, ou vous pouviez avoir de nouveau la même erreur. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on avait sorti le ARIA Support Tool. Ça, je ne l'ai pas mentionné avant. Mais dans le ARIA Support Tool, vous avez aussi une option pour vérifier votre motor calibration. Donc jusqu'à récemment, jusqu'à la version 2.1, à chaque fois que vous deviez lancer une motor calibration, il fallait également faire une vérification avec le ARIA Support Tool. C'était assez lourd, mais c'était nécessaire pour s'assurer que la motor calibration s'était bien déroulée. Heureusement, maintenant, je vous rassure, maintenant, si vous mettez à jour, si vous mettez la 2.1, le firmware 2.1 contient directement cette correction-là. Ce qui veut dire que maintenant, quand vous lancez une motor calibration avec cette version-là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que là, vous êtes sûr à 100% que vos coordonnées, si l'instrument vous dit que la motor calibration s'est bien déroulée, c'est vrai. La motor calibration s'est bien déroulée. Et vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Donc vraiment, mise à jour très importante. Je recommande vraiment à tout le monde de la faire. Très importante. Et une fois que vous l'avez faite, vous pouvez lancer une motor calibration pour vous assurer qu'elle était bien paramétrée jusque-là. À noter que cette version, pour l'instant, la version 2.1, n'a été testée et validée que sur Windows 10. Je crois que c'est indiqué ici sur la page de téléchargement. Vous voyez ici, Supported Windows OS 10 Pro. Donc Windows 11 n'est pas encore officiellement supporté. En pratique, je peux vous dire qu'elle fonctionne. Sur mon PC à moi, j'ai Windows 11. En tout cas, pour la partie analyse de données, elle semble fonctionner. Voilà, je vous dis semble fonctionner parce que ça veut dire que pour l'instant, je n'ai pas repéré de bug. Mais voilà, donc notre R&D est en train de travailler dessus. Notre équipe de développement travaille dessus pour pouvoir sortir l'année prochaine. On espère
mi-2024, donc en mai-juin, pourra sortir une version officiellement testée et validée sur Windows 11. Voilà. Donc voilà, c'était ma dernière recommandation en termes de conseils de maintenance. Bien s'assurer d'avoir mis à jour l'instrument et le logiciel. Très important, comme je vous l'ai indiqué avec les différents bugs qu'on a pu avoir par le passé. Et je vais finir avec une dernière slide où je vais vous faire un petit récapitulatif des ressources qui sont disponibles. Donc sur notre site web, on a différents manuels. Vous avez le manuel d'utilisation de l'instrument. À noter que celui-ci existe en français, ce qui est assez rare pour le souligner côté Agilent, qui est une entreprise américaine à la base. Vous avez le manuel d'utilisation du logiciel. Celui-ci, pour le coup, malheureusement, n'est disponible que en anglais. Même chose pour le manuel d'utilisation du support tool et pour le manuel d'utilisation de la plaque de validation Agilent. Petite remarque sur le manuel d'utilisation du logiciel. Donc là, vous avez un lien qui vous emmène vers un PDF qui contient vraiment tout le manuel. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également à tout moment dans le logiciel, vous appuyez sur la touche F1. Ça vous donne accès au menu d'aide. Vous pouvez faire une recherche et vous pouvez demander au logiciel, voilà. Vous pouvez vous renseigner sur le fonctionnement du logiciel ou chercher comment faire ceci ou cela directement dans le logiciel sans avoir à aller chercher le PDF en ligne. Et dernière chose, alors ça c'est assez récent, on a également maintenant une base de connaissances publique côté Agilent. On avait une base de connaissances interne depuis quelques années, qu'on a étoffé au fur et à mesure des différents dossiers, des différents cas de support qu'on a pu traiter. Maintenant, on est en train de créer des documents, des articles, externes, qui sont accessibles par n'importe qui sur notre site web. Et donc, je vous ai mis deux liens ici. Donc, vous avez un premier lien qui vous donne une liste de ressources encore plus exhaustives que celle que je vous ai donnée au-dessus. Et le deuxième lien qui vous emmène vers des articles. Alors ces articles-là, ça peut être des articles qui vont vous dire quoi faire en cas d'erreur. Voilà, vous pouvez taper un code d'erreur spécifique et l'article va vous indiquer quelles sont les actions à entreprendre. Vous pouvez avoir voilà, des questions très simples. Voilà, est-ce que le logiciel est compatible avec Windows 11 ? Donc je sais qu'il y a un article qui existe comme ça en ce moment et qui vous dira que non, pour l'instant ce n'est pas disponible, mais que ça devrait être bientôt l'être. Donc voilà, il y a plein de petits articles. N'hésitez pas à aller voir là-dessus. Si des fois vous avez des petits soucis ou des petites questions, il y a des articles aussi qui sont des articles tout simplement de concept, qui vont vous expliquer quelque chose sur l'AMX ou sur le logiciel, sans spécialement traiter un problème en particulier, mais voilà, simplement en réexpliquant le fonctionnement de certaines choses. Voilà. Et c'était tout, c'était ma dernière slide pour la présentation, et je vois qu'on est 15h06, voilà, donc on est dans les temps, donc maintenant on peut passer à une petite session de questions-réponses. J'entends un petit Larsen. Allô? Oui. Désolée, c'est nous. On vous entend. Oui. D'accord. Au moins, on sait qu'on est là. Oui, merci beaucoup, Bastien, pour cette présentation. C'était vraiment très riche et très bien synthétisé. Juste, je tiens à signaler que je pense qu'on a eu quelques problèmes pour certaines personnes pour se connecter. Mais de toute façon, on va renvoyer à tous les participants l'enregistrement de cet événement. Moi déjà, j'avais juste une petite question à vous poser parce que vous avez mentionné l'importance d'utiliser les dernières firmware. Peut-être si vous pouvez un tout petit peu plus développer le sujet d'équivalence entre les firmware et la version de logiciel, donc du software qu'on doit utiliser. Voilà, et pourquoi et quelles peuvent être peut-être les conséquences quand on n'utilise pas la dernière version des deux. De repréciser que ça demande en configuration particulière. Vous voyez, je pense, de quoi ce que je veux dire. Oui, alors on a effectivement, alors avec le firmware, donc maintenant ça fait quelques temps qu'on a eu ce changement-là. Je pense que vous faites référence aux paramètres régionaux sur le PC. C'est ça. Donc effectivement, donc depuis la version 1.7,
Donc je l'ai même pas listé là, parce que maintenant ça fait quelques années qu'elle est sortie. Hein. Je crois que la 1.7 date de 2018, 2017 peut-être. 2018, je pense. Donc à partir de cette version-là, effectivement, il y a un prérequis qui est devenu encore un peu plus important du côté du logiciel, qui est de sélectionner les paramètres régionaux de Windows doivent être réglés en anglais États-Unis, pardon. Donc les paramètres régionaux dans Windows, qu'est-ce que c'est? C'est pas la langue d'affichage de Windows, hein. Vous pouvez rester avec un Windows en français. Ça pose pas de problème. Les paramètres régionaux, en fait, c'est la façon dont Windows va lire les dates, les heures et les nombres. Donc dans le système, dans le monde anglo-saxon, vous savez qu'on fonctionne avec pas un format 24 heures, mais un format 12 heures pour l'heure. Donc on a AM, PM, ce genre de choses. Il place le mois avant les jours quand il donne une date. Voilà. Et donc tout ça, ça peut paraître anodin. Mais il faut savoir que notre logiciel, en fait, a été validé et testé avec les paramètres régionaux réglés en anglais États-Unis, et pas pour d'autres paramètres régionaux, parce que si vous allez dans votre Windows, hein, vous verrez que des paramètres régionaux, il y en a des milliers. J'exagère à peine, des centaines, voire des milliers. Puisque dans chaque pays, on a différentes façons d'écrire les dates, différentes façons d'écrire les nombres. Quelquefois, vous pouvez avoir votre séparateur décimal qui est un point, quelquefois une virgule. Et donc, c'est très compliqué pour notre équipe de développement de tester et valider leur logiciel sur toutes ces configurations-là. Donc, ils le font uniquement sur l'anglais États-Unis. Et il se trouve, effectivement, vous faites bien le mentionner, on avait eu ce souci-là il y a quelques années, au moment de la sortie du firmware 1.7. Le problème qu'on avait à ce moment-là, c'est que nos utilisateurs nous disaient que du jour au lendemain, ils avaient procédé à la mise à jour du firmware et du jour au lendemain ne pouvaient plus ouvrir leurs expériences. Donc tous les runs qui étaient faits avec ce nouveau firmware-là ne pouvaient plus être ouverts sur le PC. Et cela venait en fait des paramètres régionaux. Les paramètres régionaux français, malheureusement, à partir de cette version-là, ne sont vraiment plus compatibles du tout. Alors, à nuancer un petit peu, puisqu'en fait, la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais été compatibles. C'est simplement que par chance, ça fonctionnait. Parce qu'encore une fois, notre équipe de développement, eux, n'ont testé que anglais-États-Unis. Donc c'est une recommandation qui existait depuis le début, mais qui n'était pas, voilà, qui ne posait pas de problème jusque-là, et par contre qui est devenue extrêmement importante, indispensable, à partir de la version 1.7, puisque ça vous empêchait d'ouvrir vos fichiers de données. Et alors depuis, ce prérequis est toujours là. Il est toujours présent. Je crois qu'on l'a mis hein, dans nos manuels d'utilisation. Il est important d'avoir vos paramètres régionaux en anglais États-Unis, sous peine de ne pas pouvoir ouvrir vos résultats. Maintenant, voilà, on a sorti plusieurs versions et je recommande quand même de faire la mise à jour. Hein. Je sais que ça peut poser peut-être des petits problèmes chez certains utilisateurs, notamment qui utilisent des LIMS pour la gestion des données dans leur laboratoire. Bon, à ce moment-là, il n'y a malheureusement rien qu'on puisse faire côté Agilent, parce que ça représenterait un travail trop important hein, de valider ça pour toutes les régions, toutes les langues. Par contre, peut-être que du côté de votre LIMS, il y a peut-être possibilité de changer un peu ces paramètres-là. Donc c'est la recommandation qu'on fait à nos clients. Malheureusement, côté Agilent, c'est anglais États-Unis et anglais États-Unis uniquement. Oui, merci beaucoup, Bastien. Effectivement, ce qu'on recommande de notre côté à nos clients, c'est toujours être à jour par rapport à les dernières versions de firmware et des logiciels. Et donc, quand vous recevez vos nouveaux appareils AriaMX, ils sont tous aux dernières versions de firmware. Et donc, si il se peut que les runs que vous lancez ne s'ouvrent pas après dans votre ordinateur, il faudrait aller vérifier ces paramètres régionaux. Et puis, j'aimerais ajouter une petite information par rapport à l'histoire de LIMS et compatibilité avec LIMS. Effectivement, on a eu des cas où ça a posé, on va dire, le début de problèmes, mais globalement, ça se règle assez facilement de côté informatique. Donc, s'il y a des responsables informatiques au sein du laboratoire, ça ne pose pas le problème à partir du moment qu'ils sont informés quel est le paramètre régional utilisé. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui reste tout à fait gérable. Et j'avais une deuxième question, je pense qu'on n'a pas
pour aborder ce sujet, c'est par rapport à la possibilité de lancer les rôles HRM sur Aria MX parce qu'il a quand même des fonctionnalités qui peuvent intéresser d'autres clients qui ne fonctionnent pas que avec le PCR en temps réel, mais aussi qui veulent explorer la partie HRM. Si vous pouvez nous développer, s'il vous plaît, voilà, ce sujet-là. Oui, alors la HRM, donc High Resolution Melting, donc c'est une application un petit peu particulière. On l'a de disponible, si vous vous souvenez, au début de notre présentation, j'ai parlé des différents types d'expériences. La HRM est inclus de base dans notre type d'expérience. Parmi les types d'expériences prédéfinis, vous avez ce type d'expérience qui s'appelle donc Allele Discrimination, puisque en fait, avec l'idée en fait derrière cette melting curve. Donc une melting curve, ça je suis pas rentré dans les détails, mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise après l'amplification. Donc après l'amplification, normalement, on a généré notre produit de PCR, donc on a amplifié un fragment en particulier. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on refait une dénaturation. Donc en quoi consiste, voilà, là je suis en train de vous expliquer vraiment en quoi consiste une expérience de melting, donc ça vient juste après l'amplification. Vous avez une première étape à 95 degrés, donc on va dénaturer de nouveau notre échantillon d'ADN, donc on va séparer nos deux brins d'ADN. À ce moment-là, pardon. À ce moment-là, on a donc un signal. Excusez-moi, je cherche mes mots. Donc à ce moment-là, on a un signal qui va être plutôt faible. On va dénaturer donc notre fluorophore intercalant. Donc un fluorophore intercalant émet de la lumière lorsqu'il est dans une structure en double brin. Donc là, on va séparer, on va dénaturer. Ensuite, on va descendre à 60. En général, on démarre à 60 degrés. Donc on descend à 60 degrés. À 60 degrés, qu'est-ce qui se passe? À 60 degrés, j'ai de nouveau mes doubles brins qui se forment. Donc à ce moment-là, je vais avoir un signal, mon signal de... Là, je vous explique une melting curve simple, donc avec du cybergreen. Le signal va être élevé, et je vais augmenter la température au fur et à mesure. Au fur et à mesure que j'augmente la température, je vais faire des acquisitions en même temps. Donc régulièrement, je vais faire des acquisitions, et donc dans une courbe de dissociation classique, ce que je vous avais dit, on fait ça tous les 0,5 degrés. Donc on augmente la température progressivement, on fait une acquisition de manière régulière, et à ce moment-là, on trace une courbe. Donc avec la courbe va ressembler à en fait vous allez avoir un signal élevé, elle va ensuite, au bout d'un certain moment, on va atteindre un moment critique, une température particulière, température de dissociation, une melting temperature en anglais, où on va se retrouver avec nos brins d'ADN qui vont commencer à se dénaturer progressivement. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est le moment, la température, la melting temperature, c'est la température à laquelle on a 50% de notre ADN qui est dénaturé et 50% de notre ADN qui est encore en double brin. Donc c'est vraiment un point central dans la courbe. En général, on va regarder la dérivée de cette courbe-là. Je vais peut-être revenir dans ma présentation pour avoir un support visuel quand même. Je vais peut-être vous remontrer à quoi ça ressemble au tout début. C'est bien en arrière. Alors attendez, je vais revenir directement dans PowerPoint, ça sera plus simple. Hop. Ce que je vais vous montrer, avec un support visuel, ça sera mieux. Ça s'affiche pas. Alors, excusez-moi, un petit peu de mal à partager ça. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Ou est-ce que le partage s'est coupé? Non, c'est tout bon, on voit l'écran. C'est tout bon? D'accord. Voilà, je voulais un support visuel. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Donc ici, là, on a un support visuel, c'est une courbe de dissociation. Et ici, on regarde la dérivée de la courbe. Donc c'est pas la courbe, c'est pas les données brutes, mais ce qu'on voit en fait, le pic qu'on observe ici. Donc le pic qu'on a ici va nous indiquer ici, quand je le reporte, là j'ai de la température, donc ça m'indique ma melting température. Donc voilà pour le concept de base. Et alors ce qui est important de savoir, c'est que chaque fragment, suivant sa séquence, suivant sa longueur, va avoir une température de fusion différente, une melting température différente. Donc
si on a plusieurs produits de PCR dans nos résultats, des fois on va se retrouver avec plusieurs pics. Des fois on peut aussi se retrouver avec ce qu'on appelle des dimers de primer, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans ces considérations-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, votre température, votre melting temperature est spécifique à votre fragment. Et c'est ce qu'on vient exploiter en fait avec la High Resolution Melting. Le High Resolution Melting, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement, c'est le même principe. Simplement, on va augmenter en température de la même manière, mais on va faire des acquisitions encore plus régulières. On va faire ça tous les 0,2, 0,1, 0,2 degrés. Et en faisant ça, en fait, on obtient une résolution un peu plus fine encore sur nos courbes de dissociation, et une résolution tellement bonne que techniquement, si on fait une bonne manip, hein, on peut aller jusqu'à identifier, à séparer en fait deux fragments d'ADN qui sont identiques en longueur, mais avec une base différente, par exemple. Donc avec ce qu'on appelle un SNP, donc avec un single nucleotide polymorphism, donc avec une base qui a changé dans notre fragment. Potentiellement, on peut arriver jusque-là. C'est ce que permet de faire la HRM, en fait. Donc pour la HRM, j'en ai parlé un petit peu avant, il y a une licence qui est nécessaire, licence qui est payante, donc il est nécessaire d'avoir une licence dans son logiciel pour débloquer cette fonctionnalité-là. Et il est également nécessaire de passer ce qu'on appelle une plaque de calibration pour la HRM. Donc c'est une plaque qui est fournie par Agilent, avec également des réactifs dedans, avec dans l'instrument, vous avez une fonctionnalité qui est faite pour ça, où vous pouvez lancer une calibration HRM, et donc ça, c'est une calibration qu'il est nécessaire de faire tous les 6 mois à 1 an minimum, 6 mois au mieux, qui va venir vraiment vérifier, qui va vraiment venir calibrer et apporter encore un petit peu plus de finesse sur ça va apporter un peu plus d'informations sur le fonctionnement exact, ce qu'on appelle l'uniformité de température sur le bloc thermique. Parce qu'ici, c'est très important, parce que là, on est vraiment sur des petites variations, donc il faut qu'on s'assure que le bloc thermique fonctionne vraiment de manière optimale, et donc on a cette petite plaque de calibration en plus qui va venir, parce que vous allez peut-être avoir des légères différences de comportement du bloc thermique, suivant si on regarde à une extrémité à une autre, très légères qui n'ont aucun impact dans les applications classiques, mais qui pour la High Resolution Melting, l'expérience de High Resolution Melting, vont avoir une importance. Donc il est nécessaire d'avoir la licence pour le logiciel, mais également cette plaque de calibration. Parfait, Bastien, merci beaucoup. C'est plus que j'avais pensé. C'est vraiment trop de détails, désolé. Il n'y a jamais assez de détails. C'est très bien. Justement, on a maintenant une meilleure vision sur la technique HRM, et c'est parfait. Donc, ce que je propose, parce que je vois que sur le chat, il n'y avait pas de questions posées durant la présentation. Je vois mes collègues qui sont présents, qui sont normalement, qui nous écoutent, notamment Paul d'Atobio, Céline de Novalis ou Catherine de Lidal. Est-ce que vous avez des questions à poser à Bastien sur vos areas que vous avez chez vous, si vous avez des demandes particulières ou pas? Voilà. Pour petit rappel, pour poser la question, il faut monter sur scène. Bon, Catherine, ou dans le chat. Catherine, elle est déjà sur scène. Attendez, je laisse la place. Je sors. Bonjour, donc Catherine Mestralé-Georges, je suis responsable de l'unité santé animale au Lidal. Alors moi, mes questions, elles sont plus pratico-pratiques. En fait, vous avez parlé d'une plaque de calibration. Moi, je voudrais savoir jusqu'où elle est agréée, validée. Est-ce qu'on, si on acquiert cette plaque de calibration, est-ce qu'on peut se substituer au contrôle de métrologie d'Apodis, par exemple, ou d'une autre société quand on est agréé pour des techniques PCR? D'accord. Donc là, on parle de la plaque que j'ai qualifiée de plaque de validation. Alors, on a eu cette question-là par le passé, et je pense que la réponse officielle est malheureusement non. Même si j'ai quelques clients qui ont quand même utilisé cette plaque-là et qui ont, en ajoutant quelques tests supplémentaires, ont quand même réussi à monter leur dossier COFRAC. Malheureusement, moi, j'ai pas les détails du fait que Agilent étant une société américaine, malheureusement, on ne s'est pas vraiment intéressé à quelles étaient les réglementations et les besoins dans chaque pays. Donc la réponse, voilà,
La réponse officielle est non, dans le sens où Agilent n'est pas allé consulter les organismes légaux en France comme le COFRAC. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, bah, merci. Ouais. Ça ne nous arrange pas, mais merci quand même. Désolé. Et alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais moi j'avais une autre question. Est-ce que dans les nouvelles versions, il est prévu d'améliorer un petit peu l'aspect un peu ludique d'identification des échantillons sur le logiciel de l'ARIA MX? Parce que nous, on n'a pas de lien, enfin, je suppose qu'on n'est pas les seuls, mais pas de lien direct avec notre LIMS, et on est obligé de tout ressaisir et c'est pas très ludique. Est-ce qu'il c'est prévu d'une amélioration? Alors, il n'y a pas eu d'amélioration avec la 2.1. Je pense pas qu'il y en ait de prévu. En tout cas, pas à ma connaissance. Côté LIMS, que vous avez comme option disponible, elles sont déjà dans le logiciel, donc vous pouvez exporter au format LIMS. Donc ça peut vous générer un fichier texte qui après, si vous voyez avec le fournisseur de votre LIMS, ça peut permettre d'automatiser en partie le fonctionnement, mais il y aura toujours une étape manuelle malheureusement. Il y aura toujours une étape manuelle qui consiste à ouvrir le logiciel et à faire un export. Donc vous avez le menu Export Data qui vous permet de faire ça. Ok. Et pour mettre en place, par exemple, ce lien, est-ce qu'on peut avoir du soutien d'un informaticien Agilent pour qu'il collabore avec nos propres services informatiques en interne, de façon à pouvoir faire... Du côté de support technique Agilent, on peut vous aiguiller un peu, on peut vous aider un peu. Alors, on n'a pas d'informaticien vraiment sur ce sujet-là. Ce qu'on peut vous montrer surtout, en fait, c'est... malheureusement, il ne va pas y avoir beaucoup de personnalisation de possible. On va pas pouvoir vraiment personnaliser la solution pour vos besoins à vous. On peut vous présenter les options disponibles. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au sein du support technique Agilent. Donc, on peut vous montrer quels sont les différents exports, comment ça va se comporter suivant les différents paramétrages. Et malheureusement, après, ça va plutôt être du côté du LIMS, de voir, voilà, est-ce que avec les fichiers que le logiciel Agilent peut fournir, est-ce qu'il est possible d'utiliser ces fichiers texte-là et de les importer de manière automatique dans le LIMS. Donc on peut assister jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire qu'on peut montrer voilà, les options disponibles, on peut aiguiller là-dessus. Malheureusement, il y aura très peu de personnalisation possible. Oui. Je vais ajouter de côté BOCLAL. Catherine, je pense qu'on prendra contact avec vous directement pour voir ce que de notre côté, on peut faire aussi pour vous aider. Okay, on va réunir les forces. Voilà. Merci. Et, je voulais rebondir sur votre première question, Catherine, parce que je pense qu'effectivement, où ça nécessite d'être éclairé, c'est que la maintenance, moi, de mon impression, que la maintenance préventive ne peut pas remplacer le contrôle métrologique COFRAC. Donc, je pense que c'est ça, Bastien. S'il faut conclure. Oui, vu qu'elle n'inclut pas, malheureusement, vu qu'elle n'inclut pas une vérification avec des sondes de température externes, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est difficile à faire passer effectivement dans un dossier COFRAC. Parfait, merci beaucoup. J'ai vu que Paul, il a essayé d'écrire quelque chose dans le chat. Je ne sais pas, Paul, si vous voulez poser la question ou l'écrire dans le chat, ou si... Voilà. Ouais. Bonjour. Bonjour. Paul Nebecker, moi je suis ingénieur au laboratoire Atubio à Nancy. Et nous on les utilise pour tout ce qui est Covid, notamment. J'ai pas spécialement de questions, juste des petites remarques. C'est vrai que nous, là ça fait 3 ans et demi maintenant qu'on les utilise. C'est des machines qui sont assez robustes. Juste sur le bloc Contamination, vous en avez parlé pendant la présentation. C'est peut-être leur petit défaut. Moi, je les trouve rapidement en bloc Contamination. Alors après, on les a beaucoup utilisés. Mais le petit outil là, le Agilent Support Tool, oui c'est ça, un Support Tool. Oui, ça. Je pense que je vais l'utiliser rapidement. Car si c'est pas là cet après-midi, ça sera lundi parce qu'on a une machine, c'est redondant. Alors on avait vu avec BioCellal, avec Valeria pour toutes les procédures de nettoyage. Mais même avec les procédures de nettoyage et l'ultime que vous nous avez présenté, ça marche. Ça n'a pas marché. D'accord. Mais non, sinon non, j'ai pas de questions. On n'a jamais eu de gros soucis
Enfin, oui, Valeria, je sais pas si vous avez un avis sur notre utilisation, mais on n'a pas. C'est des machines robustes qui fonctionnent bien. On n'a jamais eu vraiment de problème. Et si, alors pareil, c'est un détail, mais l'utilisation en anglais. Nous, je sais qu'avec tout notre système de SEAL et tous nos logiciels, on a beaucoup de logiciels pour le coup qui sont développés maison laboratoire. La date en anglais États-Unis, c'est pas possible quoi. Alors on s'est arrangé en mettant un ordi de validation que pour lire les courbes et un autre pour envoyer les résultats. Mais oui, c'est peut-être le tout petit écueil. Mais sinon, c'est des machines qui tournent bien. On n'a jamais eu de soucis, qui sont assez robustes. Donc non. Plus de remarques que de questions au final. Écoutez, très bien. En tout cas, je suis content d'entendre un utilisateur qui est plutôt satisfait, qui n'a pas trop de problèmes. Ouais, non. Parce que étant au support technique, c'est vrai que j'entends plutôt l'inverse. Après, on a eu des soucis, je pense comme tout le monde, mais on a des machines. On a un parc de 5 machines. D'accord. On a beaucoup tiré dessus pendant les grosses périodes Covid. Mais quand je vous dis beaucoup, c'était 24 heures sur 24, les 6 machines tournaient. Hein. Okay. Donc pendant 2 mois et demi, on faisait du 24/24 toute la semaine, par le dimanche. Elles avaient leur pause dominicale. D'accord. Mais bon, après, c'est des machines. Moi, avec l'expérience que j'ai en PCR, ça m'a pas, ça me paraissait assez robuste, en tout cas. C'est gentil, Paul, pour ce retour honnête et transparent. Et effectivement, vous êtes un bon exemple parce que vous avez beaucoup utilisé les appareils et ils se sont montrés effectivement bien robustes. Après, bon, cette particularité par rapport au langage de codage qui peut effectivement poser des problèmes. Malheureusement, voilà, on est dépendant de ça. Il y a des labos où le problème se résout et d'autres, comme Atubeo, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ouais, mais nous, le problème, c'est tout le système du SEAL, de notre du MPL qui va héberger toutes nos données, tout ça peut pas tourner sous un système anglais États-Unis, quoi. Donc, et là, pour le coup, on peut rien faire avec notre SEAL enfin, ils ont la même problématique qu'Agilent, quoi. En gros, c'est développé en français, ils vont pas le développer en anglais. Donc, mais non, sinon, bon, après, c'est de l'organisation. Mais globalement, non, ça a tourné plutôt, on en est plutôt content. Après, non, on n'a pas eu de soucis particuliers, en tout cas. Super. Merci beaucoup, Paul. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions au sein de participants. Là, je pense que dans le chat, il n'y en avait pas d'autres. Non. Moi, ce que je voulais ajouter, peut-être comme dernière information avant qu'on termine, c'est que ce qu'il faut toujours garder en tête, que notre expérience quand on lance un PCR, elle est toujours dépendante donc de l'appareil certainement sur lequel on le lance, du kit qu'on utilise et de l'utilisateur. Donc c'est toujours les 3 éléments qu'il faut prendre en compte quand on fait, surtout quand on rencontre des problèmes. Il faut voir voilà les 3 éléments et analyser chacun séparément. Et souvent quand on a un problème, il faut d'abord se poser la question, voilà, est-ce que j'ai tout bien lancé, etc. Après se poser la question aussi avec le kit que j'utilise sur mon appareil, on a tous les bons setup tel que le kit le demande, et après effectivement questionner le fonctionnement de l'appareil. Voilà, mais souvent quand on reçoit les demandes de support technique, c'est toujours des problématiques plutôt complexes qui demandent des visions sur des différents angles. Voilà. Donc je pense qu'il faut tenir ça bien dans la tête. Et puis bon, nous en tant que, on va dire, intermédiaire entre nos clients et Agilent, on est toujours là pour vous accompagner dans votre utilisation quotidienne. Nous, ce qu'on demande, si vous rencontrez des petits soucis d'utilisation qui sont liés à nos kits
et à l'appareil d'Agelen, c'est de commencer votre demande par un envoi d'un run diagnostic qui permettra déjà un mieux et de la description de problème, bien évidemment, et le run aussi qui pose le problème. Donc les trois éléments principaux, la description de problème, le run qui a posé le problème et le diagnostic test qui vient de l'appareil Agilent. Ces trois éléments nous permettront de mieux aborder le problème que vous pouvez avoir. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour. Bastien, il a parlé de beaucoup de choses qui sont très utiles et intéressants. Donc, le webinaire, il est enregistré. Donc, vous pouvez revenir là-dessus si au cours de votre utilisation, vous rencontrez encore des questions. Ça vous permettra d'avoir une bonne base, une bonne source d'information. Je pense que Bastien, vous avez mis à la fin les ressources. C'est ça qu'on peut avoir par rapport à les. Il faudrait qu'on les partage sous format cliquable, on va dire, avec nos collègues. Si vous pouvez me les envoyer comme ça, on les partage dans le même mail que le mail avec l'enregistrement de webinaire. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, bien évidemment, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions ou si c'est quelque chose qui vous reviendra dans la tête plus tard. N'hésitez pas à nous contacter. Et de côté BioCellal, on démarre notre expérience webinaire. Donc, je pense que c'est notre premier webinaire, mais on continuera dans le même esprit pour faire des webinaires sur d'autres sujets liés au PCR, liés au thermocycleur, à l'utilisation de nos kits. Voilà. On vous remercie tous d'avoir pris du temps pour nous écouter aujourd'hui. Je remercie particulièrement Bastien parce que je sais qu'il a un emploi du temps extrêmement chargé et il est demandé dans tous les fronts à peu près. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps. C'est très apprécié de côté BioCellal et je pense que de côté client aussi. Voilà. Et puis, on vous envoie un email avec l'enregistrement et les liens aux ressources que Bastien il a cité récemment. On vous souhaite une très bonne journée et bon week-end. Merci, bonne journée à vous. Bonne fin de journée, bon week-end.